Monsieur le Ministre, pour cette opportunité. Je vais faire très court parce qu'il y a évidemment à peu près les 3/4 des points qui ont déjà été évoqués. Juste rappeler sur l'initiative Cacao et Forêt dont on assure la facilitation que sans doute... sans doute, si Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne tout à l'heure a salué l'exemplarité de la Côte d'Ivoire lors des négociations sur la réglementation, enfin les discussions sur la future réglementation UE, c'est sans doute aussi parce que les acteurs du secteur cacao, forêt en Côte d'Ivoire, le dialogue était structuré grâce à cette initiative. Et aujourd'hui, on voit combien, avec la pression qu'augmente sur le secteur, avec toutes les réglementations, le cadre qui a été rappelé en introduction, il est important de pouvoir s'asseoir en fait sur un cadre de dialogue déjà établi et qu'on peut considérer performant et qui a montré ses preuves donc. Pour autant, il y a toujours des améliorations. Et je crois que c'est ce point-là qu'on m'a demandé de plus souligner. Alors, même si, pour rebondir sur la précédente longueur d'avance, par ce dialogue qui a commencé avant, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur la vision que vous avez rappelée d'un investissement et de besoin de prouver qu'on pouvait investir dans la forêt et qu'il y avait une rentabilité pour les opérateurs économiques cacao-chocolat. Maintenant, peut-être, on est un peu au cœur de ce partenariat public-privé assez innovant, qui est de savoir comment concrètement on les fait et on les signe, ces investissements. Et on parlait d'incitations, lesquelles concrètement on va mettre en place. On sait que le secteur privé, et je parle sous le contrôle de mes voisins, ils ont besoin de garanties claires en matière de politique sociale lorsqu'il y a des populations infiltrées. Et donc, il faut des clarifications de certains points de la politique forestière et aussi du secteur cacao. On sait combien la mise en place du système national de traçabilité aujourd'hui est fondamentale aussi pour le succès de tous ces investissements concrets. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de transparence en parlant de la gouvernance forestière. Je pense qu'on peut rajouter, et c'est un des points que met en avant, dont montre l'importance l'initiative Cacao et Forêt dans la transparence, donc la traçabilité du cacao, le suivi de la déforestation due au cacao, avec un système qui sera ensuite utilisé par la réglementation UE, et donc une harmonisation des outils de différents acteurs privés, publics, Union européenne, voire États-Unis ou Royaume-Uni dans les réglementations qui suivront. Et aussi de la même manière, dans la même logique de transparence, on voit des efforts, et ça a été maintes fois répété aujourd'hui, sur l'effort de reforestation de beaucoup d'arbres qui sont plantés en Côte d'Ivoire par différents acteurs de différents secteurs privés, publics. Voilà, d'avoir un monitoring, une plateforme d'information commune où on peut faire le suivi dans le temps de ces plans. Donc il y a vraiment sans doute un gros sujet du partage de l'information qui est lié au secteur forêt et aux différentes initiatives de chacun des acteurs. Enfin, il y a aussi, on parle beaucoup d'agroforesterie. Voilà, je pense que ça, c'est un acquis aujourd'hui, que c'est une politique... je veux dire, c'est la politique clé dans le C-classé, parce qu'elle se déclinera sans doute différemment. Est-ce que, c'est une question que je trouve intéressante, est-ce que l'agroforesterie, telle qu'entendue par un industriel du cacao, voilà, c'est des questions, je n'ai pas les réponses, hein, mais c'est sans doute des points qui doivent être, sur lesquels le travail doit être poursuivi. Voilà, donc je pense que c'était un peu les principaux points de préoccupation au niveau de l'initiative Cacao et Forêt. Bon, moi, je salue le travail d'IDH. Hein. Vous savez, effectivement, de passer le nouveau code forestier. C'était déjà en 2017. Déjà en 2017 que nous sommes allés à Londres pour discuter de cela avec l'initiative du Prince Charles au départ. Et ensuite, nous avons pu rapidement signer avec la World Cocoa Foundation, qui regroupait, je crois, il y avait presque de 34 signataires, qui sont parmi les plus grands industriels du monde du chocolat et de l'industrie du chocolat dans le monde. Donc, qui marquait bien une volonté
partagé de faire du cacao durable. C'est le cacao ami de la forêt, c'est ça. Et donc nous avons mis en place ce cadre d'échange-là qui a permis de faire beaucoup d'avancées au niveau de la préservation des forêts par l'industrie du cacao. Donc ces discussions ont déjà eu lieu. Nous rencontrons souvent. Il y a d'ailleurs un comité technique qui est prévu la semaine prochaine, c'est ça. Le responsable du comité technique, c'est mon directeur de cabinet qui est ici présent. Et ensuite, on aura un comité de pilotage qui va se réunir en janvier, je crois. C'est bien cela, en janvier. Donc, régulièrement, avec tous les acteurs, aussi bien du monde du chocolat, mais au niveau national également, nous avons donc des rencontres et nous avançons sur plusieurs plans, sur la traçabilité, sur le système de surveillance. Et vous avez parlé du système de surveillance qui doit être unifié, puisqu'il y avait plusieurs systèmes de surveillance. Nous sommes entendus pour dire que nous allons adopter un seul système qui sera reconnu donc par tous, qui nous permettra de pouvoir monitorer un peu tout ce qui se passe au niveau de la forêt et avec la traçabilité, s'assurer que les produits qui seront importés en Europe ou ailleurs aux États-Unis soient donc légaux. C'est pour dire qu'il y a un travail qui est dessus. Nous continuons sur s'assurer du système de traçabilité qui soit lui aussi unique, donc reconnu par tous, et le système de surveillance. Mais l'inquiétude, j'ai noté un peu l'inquiétude peut-être sur la prise en compte ou non des personnes installées illégalement. Je crois qu'il y a eu une petite inquiétude là-dessus, mais on en avait déjà parlé. Les personnes installées illégalement vont faire partie du dispositif de solution. On a eu des exemples. On a vu des exemples au Costa Rica, par exemple. D'accord ? Où, avec les paiements pour services environnementaux, les populations participent à la protection de la forêt, participent à la restauration de la forêt et à sa protection. Mais c'est parce qu'il y a un gain financier. Voilà. Donc, je reviens pour dire que la forêt est un investissement pour tous. Hein? Oui, oui. Vraiment. C'est cela. Et c'est ça que nous essayons de faire comprendre, c'est cela que nous essayons de faire comprendre aux populations. Il y a un gain, pas seulement, bien sûr, pécunier, hein, mais il y a un gain à protéger la forêt. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre de réussir cette politique-là. Donc, il n'est pas question pour nous de provoquer des drames humanitaires en expulsant les gens, les populations des forêts. Quel intérêt l'État aurait à faire cela? Aucun intérêt. C'est se créer des problèmes pour aller les régler. On ne va pas se créer des problèmes. Mais il faut trouver des solutions qui permettent à chacun de vivre, aussi bien aux hommes qu'aux arbres. Voilà. Parce que les arbres vont aider les hommes à vivre et à produire bien. Donc c'est cet ensemble-là qui est solutionné par cette politique forestière où tout a été, ou presque tout a été pensé, parce que ça a été pensé ensemble. Tous ces problèmes-là qui sont évoqués ont été évoqués par toutes les parties prenantes et pris en compte dans la politique forestière. C'est ce qui permettra une facilitation de la mise en œuvre de cette politique-là. Donc l'État est pleinement conscient qu'il y a des problèmes à régler, qu'il y a des choses à ne pas faire, c'est clair, des choses à ne pas faire, et à préserver les droits humains et permettre aux planteurs de continuer à vivre de la forêt, de l'agriculture, mais tout en respectant un certain nombre de choses. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'on a tous les mêmes préoccupations et il n'est pas question d'aller créer des drames où il ne faut pas qu'il y en ait. Mais il faut être conscient de ce qui nous a amenés là. On va prendre les forêts de l'Ouest. On a eu des drames il y a 20 ans ici en Côte d'Ivoire et il y a 10 ans par l'occupation illégale de terres par des personnes qui n'étaient pas originaires de l'endroit où ils se trouvaient. Les problèmes communautaires, on en a connu à l'Ouest. Ça a été à l'origine de certaines guerres, ici. Ça a failli repartir en 2018, je crois, 17 ou 18, à Gwendébé.
où des problèmes communautaires avaient surgi, les gens avaient commencé à sortir des machettes. Mais c'est parce que l'État a été ferme. A été ferme, mais des engagements ont été pris. Et ces engagements-là sont actuellement respectés. Voilà, nous sommes dans le processus de réalisation de sites pilotes qui vont permettre de voir comment on relocalise, comment on permet aux communautés locales de bénéficier aussi des terres que l'État va mettre à la disposition des paysans, comment est-ce qu'on va pouvoir produire et financer la production améliorée au niveau agricole et tout cela. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a une réelle volonté de réussir et de mettre en œuvre cette politique-là. Il faudrait que tout le monde y participe et sache que la discussion est ouverte. Voilà, la discussion est ouverte. Tous ceux qui viennent avec de bonnes idées seront accueillis à bras ouverts. La discussion est ouverte. Voilà. Dit carbone, ou en partie, ou partagé, ou ceci ou cela, la discussion est ouverte. Il faut venir faire des propositions. J'ai demandé au directeur de cabinet de pouvoir, parce que j'ai l'impression que les acteurs ne sont pas tous informés, mais de faire une information publique à une manifestation d'intérêt avec les forêts qui sont proposées aux concessions. Mais il y a déjà une quinzaine. Monsieur le directeur, c'est une quinzaine. Vous discutez actuellement avec une quinzaine d'entreprises et de communautés ou d'institutions qui ont émis un intérêt. C'est bien cela. Voilà, 20 à 25. C'est pour dire que voilà, rien n'a été encore concédé. Voilà. On a entendu dire qu'on avait fait des concessions à des opérateurs, quoi. Rien n'a été concédé. Voilà, rien n'a été concédé. C'est en phase de discussion avec ceux qui étaient déjà engagés et intéressés par des concessions, puisqu'ils ont participé aux discussions et ils savent où est-ce qu'on va. Et il y aura un appel à la manifestation d'intérêt public pour que les choses soient transparentes et claires. Voilà. Il y avait peut-être la préoccupation sur la clarification de la notion d'agro. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas la même chose pour le planteur que pour le forestier. Voilà. Mais chaque concession a son plan d'aménagement. Et c'est aux concessionnaires que nous demandons de proposer un plan d'aménagement. Et c'est une fois que ce plan d'aménagement-là est validé par nous que la concession est donnée. Donc il y a un plan d'aménagement qui est demandé, spécifique. Donc nous n'allons pas faire n'importe quoi, n'importe où. L'État a quand même un plan d'aménagement global. On sait où est-ce qu'on veut faire, où on veut conserver la forêt, où est-ce qu'il faut faire des plantations forestières pour l'industrie du bois, où est-ce qu'il faut faire ceci ou cela. Ça, c'est l'État qui le décide quand même, c'est son domaine, qui dira quelle essence il faut planter à tel ou tel endroit. Ça, c'est l'État qui le décide. Et l'aménageur, le concessionnaire, fait son plan d'aménagement et avec un cahier des charges qui sera bien précis, des textes bien précis à ce niveau-là. Et le rôle de l'État, ce sera de faire le suivi de la mise en œuvre des concessions. Mais le concessionnaire sera pleinement responsable. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité et la sécurisation, ça, c'est l'État, bien sûr. Mais la gestion sera faite par le concessionnaire, avec des règles bien établies. Et nous faisons le suivi de la mise en œuvre de la concession, plutôt. Très bien. Voilà. On ne va pas se transformer en planteur, en gestionnaire de forêt. Non, ce n'est pas notre rôle. Pas notre rôle.